Bonjour, bonjour à tous. Merci d'être présents avec nous ce midi, de nouveau, le dernier. Pardon. Donc aujourd'hui, on se retrouve donc avec Savinien de Partout et Laure de YouSign qui vont nous parler du business dans le produit. Et ce sera Madeleine qui est là, qui travaille pour le ticket, enfin qui en tout cas participe au ticket, qui va animer cet échange. Moi, je suis Julie, je suis responsable pédagogique chez Maestro. Maestro, c'est l'école du product et de la tech, et je vous en parlerai un tout petit peu plus tard. Vous êtes assez nombreux aujourd'hui, donc je vous invite à utiliser le chat, à échanger entre vous, à faire vos petites remarques, etc. N'hésitez pas. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans la partie Q&A, et puis on les prendra à la fin. Je vais aussi vous mettre un petit sondage pour connaître un peu votre niveau de seniorité. Ça permettra à Madeleine d'adapter un petit peu les questions. Je le lance tout de suite. Et Madeleine, je te laisse prendre le relais. Bonjour à tous, merci Julie. Si je vous dis, les sales ont encore promis des trucs qui sont pas à la roadmap. Au produit, de toute façon, ils s'en fichent de ce qu'on leur remonte. Ils sont déconnectés du terrain. Bon, ça fait 6 mois que je leur demande cette fonctionnalité pour un deal. C'est juste un bouton. Ils sont lents au produit. Vous avez peut-être déjà entendu ça quelque part. Si les vérités sont compliquées, les clichés sont stables, mais c'est pas une fatalité. Aujourd'hui, je suis avec Laure et Savinien, du coup, qui voudront peut-être pas que je dise qu'ils ont craqué le problème de la relation produit-business, mais je pense qu'ils seront OK pour que j'affirme qu'ils ont énormément progressé dans leur entreprise respective sur ce rapprochement. Et ils vont nous raconter comment. Donc, Savinien, Laure, je veux bien que vous présentiez rapidement notamment vos entreprises pour ceux qui connaissent peut-être pas ce que vous faites chez Partout et YouSign, et puis votre parcours rapidement. Laure, si tu veux commencer. Oui, bien sûr. Merci, Madeleine. Donc, moi, c'est Laure. Je suis Product Director chez YouSign. Donc, YouSign, c'est une entreprise qui a été fondée à Caen. Donc, on est français, on est 200 et on vend de la signature électronique et globalement plein de choses autour de la gestion des contrats. Et donc, on a une app et une API. Et voilà. Je pense que ça suffit pour le contexte. Et du coup, moi, c'est Savinien. Moi, je suis CPO chez Partout. Donc, Partout, pareil, on est une boîte française. On a été créé il y a 10 ans. On a fêté nos 10 ans cette année. On est un SaaS B2B. On aide les points de vente à être plus présents sur Internet, à gérer leur réputation, leur satisfaction, leur conversion avec leurs clients. Et voilà. Et on est un peu plus de 400 aujourd'hui. Merci à tous les deux. On va rentrer dans le vif du sujet parce que vous avez tous les deux en fait vécu des changements organisationnels assez importants dans vos entreprises. Lors chez YouSign, en fait, vous êtes passé en Product-Led Growth, donc PLG, pour mieux adresser un nouveau marché énorme de TPE, PME qui voulaient simplifier leur processus de signature. Concrètement, c'est quoi les premières décisions qui ont été prises ? Ouais, alors en tant qu'entreprise, on a décidé de vraiment prendre le tournant de PLG, donc Product-Led Growth. Il y a à peu près 2 ans, donc un peu après mon arrivée. Enfin, je suis aussi arrivée pour accompagner ça. Et donc, il y a eu une vraie impulsion du COMEX sur cette vision stratégique, vision d'entreprise, donc qui s'est traduite par un OKR dédié dans l'entreprise. Et également, donc d'un point de vue organisationnel, on a créé une squad dédiée au sujet, donc au sujet self-serve, pour dérouler la stratégie. On a aussi intégré l'équipe grosse dans l'équipe produit parce qu'on allait commencer par traiter des sujets acquisition et donc on voulait que ces personnes-là travaillent ensemble et que ça se passe bien. Et donc voilà, on a commencé un peu comme ça avec plein de tests sur la partie acquisition, sur la partie sign-up. Donc là, moi, c'est le moment où j'étais un peu... fallait que ça se passe bien, quoi, parce que si les tests n'étaient pas concluants, ça remettait quand même pas mal de choses en cause. Donc, bon, il y a des choses qui ont plus ou moins bien marché, mais globalement, ça s'est fait. Et donc là, on a commencé à se poser des questions intéressantes. On a plein de gens qui arrivent chez nous, qui on envoie chez les sales et qui on garde en self-serve. Voilà, donc ça fait partie des premiers points qui ont commencé à secouer un petit peu l'organisation. Et donc, qui ont impliqué plein de choses aussi dans les équipes sales chez YouSign. Donc, on a progressivement réduit du coup la taille des équipes DR parce que beaucoup de leads restaient en self-serve. Et donc, les équipes, on les a repositionnées uniquement sur la vente de l'API, plus du tout progressivement sur l'app.
Donc, ce qui a demandé pas mal de formation, hein, parce qu'une API, il faut quand même maîtriser un peu son sujet. Et donc, c'était une période de changement qui était assez difficile en interne, parce qu'on avait vraiment l'enjeu qui n'est pas justement cette espèce de guéguerre qui s'aggrave entre produits et sales, quoi. Voilà. Ouais. Savinien, chez Partout, vous avez aussi, c'est la même chose, d'essayer d'adresser les TPE PME. Est-ce que c'était ça le déclencheur pour ce changement d'orga? Alors, ça fait partie des déclencheurs, mais en fait, historiquement, la boîte, c'est une boîte commerciale. En fait, nous, on vendait, même avant d'avoir une solution produit, on vendait en fait des analyses à des clients, donc c'était vraiment une boîte très axée sur la partie commerciale. Et en fait, un des objectifs de mon arrivée était de transformer ça en une boîte produit. Faire en sorte en fait que les gens identifient la boîte comme étant une boîte qui développe un produit et tout s'appuie sur le produit et notamment la stratégie commerciale. Donc ça a pris du temps. Aujourd'hui, je pense qu'on peut dire qu'on y est arrivé. Mais un des leviers, ça a été le fait d'ouvrir la partie SMBs d'un point de vue commercial chez nous. Parce que notre solution de base, c'est une solution web utilisée par des grandes enseignes dans des directions marketing. Et en fait, quand on adresse des petits commerçants, en fait, ces personnes-là, ce pas des gens en fait, qui vont avoir un ordinateur sous la main. Donc là, on a commencé à développer une application mobile. Ce n'était pas du tout la stratégie de base, mais en fait, ça a été un problème qu'on a rencontré en allant attaquer ce type de marché. Et du coup, en développant cette application mobile, on a eu plein d'idées comme en fait, générer des leads au travers de cette application, pouvoir fournir du self-service, faire en sorte en fait, que n'importe qui puisse télécharger l'application en tant que commerçant et puisse l'utiliser et donc faire en sorte d'avoir du product-led growth aussi au final. Et moi, en fait, un peu comme Laure, il y avait... En fait, notre objectif, c'est de développer la meilleure solution du marché. Il y a d'autres acteurs. Et en fait, le truc, c'est qu'il y avait beaucoup de défiance de la part de ces commerciaux SMBs qu'on a recrutés, parce qu'on a créé tout un pôle SMBs qu'on n'avait pas. Et donc, eux, ils ne sont pas du tout habitués en fait, à avoir un produit en développement, à des balbutiements. Ils étaient habitués à avoir un produit déjà tout prêt, prêt à le vendre, etc. Donc, en fait, ils ont dû être embarqués dans notre stratégie de développement. Et en fait, il y a eu des trade-offs à faire où ils n'étaient pas forcément alignés. Et donc, il y avait beaucoup de méfiance de leur côté et on a dû les convaincre en fait, que c'était la bonne solution à vendre. En fait, aujourd'hui, ils sont trop contents parce qu'ils ont vu qu'ils ont pu être écoutés et du coup, que la stratégie fonctionne bien. Donc, voilà, ça fait partie des leviers. Ouais, comment tu as fait justement pour... tu dis aujourd'hui, ça fonctionne bien, la défiance, elle s'est atténuée. Comment ça s'est passé, ça ? Alors en fait, au début, on leur a demandé quelles étaient les fonctionnalités qui étaient essentielles pour pouvoir vendre de leur côté. Ces fonctionnalités, on les avait sur notre application web. Mais en fait, on ne peut pas développer une application mobile et boum, en 2 jours, elle fonctionne et on peut la vendre. Donc ce qu'on a fait, c'est énormément de trade-off en disant on va tout maximiser sur la priorisation des fonctionnalités qui sont essentielles, quitte à avoir un service qui soit dégradé au début. Et donc, c'est ce qu'on a fait. On a mis le paquet sur avoir une version très rapidement avec 3 pop fonctionnalités vraiment clés dans notre stratégie. Et on a commencé à voir est-ce qu'on arrivait à attaquer du coup ces petits commerçants de cette manière-là. Et donc ça a fonctionné. Et petit à petit, finalement, la liste entre guillemets de souhaits des commerciaux, en fait, elle s'est allégée. Alors il y a des choses aussi où on a dit non, on ne le fera pas et on a expliqué pourquoi on ne le fera pas et ça a été plus ou moins compris sur le moment, mais en fait aujourd'hui ça a été adopté et ça ne pose plus de problème. Et ensuite il y a des sujets en fait qu'on a développés. Ils ont vu que en fait on leur faisait confiance, qu'on les avait écoutés et que toute leur remontée était prise ou pas en compte, mais en tout cas expliquée à chaque fois. Donc il y a ce climat de confiance qui s'est installé. Ok. Et Laure, tu disais pareil, tu voulais éviter ce climat produit contre sales. Qu'est-ce que tu as mis en place aussi pour que ça marche ? Ouais, ça me parle beaucoup ce que dit Savinien parce que j'ai l'impression pour que les gens travaillent bien ensemble, il faut de la visibilité et il faut travailler ensemble. Il ne faut pas avoir de zone de flou sur ce que font les autres. Et il faut comprendre aussi, avoir de l'empathie pour les contraintes des autres. Et ça vient souvent en travaillant ensemble. Nous, ça fait un peu partie des choses qu'on a essayé de faire. On a beaucoup travaillé sur notre communication en interne. C'est un peu la base. On a donné beaucoup de visibilité sur ce qu'on faisait à différents niveaux. On a expliqué nos démarches produits, les résultats qu'on avait. Donc, comme ça, les équipes voyaient bien qu'il y avait un intérêt pour YouSign à avancer dans cette stratégie PLG.
Et on a également travaillé ensemble, notamment là sur ce sujet de lead, hein, parce que voilà, pour savoir quel lead on envoie aux équipes, c'est des décisions qui se prennent ensemble. Et quand on parle de routing de lead, on touche vraiment très immédiatement la compensation d'un commercial, en fait, donc son salaire à la fin du mois, quoi. Donc, c'est des sujets qui sont hyper sensibles et donc, on a dû beaucoup travailler ensemble sur ce point-là pour qu'il y ait quelque chose de logique pour tout le monde, quoi. Donc, ça, c'était assez important. Et également, je dirais que les échanges avec les sales aujourd'hui, on a approfondi les choses avec les années, mais les échanges avec les sales, ça fait vraiment partie intégrante de nos méthodes côté produit. Donc, sur chaque phase de discovery, sur l'intégralité de nos sujets, il y a toujours les interviews internes. Donc, ces exercices de priorisation que tu mentionnais aussi, Savinien, c'est hyper important, c'est hyper utile. Ça, et on a des mécaniques un petit peu de prise de feedback en continu qui posent plein de problèmes, qui sont perfectibles, etc. Mais elles existent et elles sont importantes. Voilà. Et puis côté produit aussi, parce que là, on parle beaucoup des liens, mais je trouve que ce tournant aussi a impliqué beaucoup de choses dans mon équipe, parce que avoir une réflexion PLG, ça veut dire aussi avoir une approche un peu plus large sur les produits sur lesquels on travaille, parce qu'on ne réfléchit pas uniquement à la feature, mais il faut aussi qu'on réfléchisse à l'acquisition de la feature, à la façon dont elle va être distribuée, est-ce qu'on est en self-serve, en sales-assisted, les deux, le pricing. Voilà. Donc ça demande un peu de formation, parce que tout le monde ne sait pas forcément faire dès le début, ce qui est normal. Et donc, on a fait plein de choses dans l'équipe produit pour accompagner aussi un peu ça et changer les façons de travailler de tout le monde, quoi, au fur et à mesure des sujets qu'on devait traiter. Pour avoir cette empathie business dont tu parlais, en fait. Empathie business, complètement. Enfin, pour moi, les product managers aujourd'hui, chez YouSign en tout cas, doivent avoir cette sensibilité business, parce qu'ils sont nécessairement amenés à se poser ces questions-là dans la construction de nos produits aujourd'hui. Voilà, ce qui est super intéressant. Enfin, il y a même eu certains quarters où j'avais des product managers qui étaient incentivés sur le revenu self-serve. Voilà, donc il y avait des mécaniques, c'était presque comme des sales, quoi. Ils actualisaient le petit dashboard tous les jours et tout. C'est intéressant parce que ça rapproche un peu les façons de travailler aussi. Ouais, j'ai l'impression qu'on bosse dans la même boîte, Laure. Donc, en vrai, on a fait un peu la même chose, mais il y a un point sur lequel je rebondis, où je suis carrément d'accord avec toi, c'est que nous, de notre côté, en fait, on ne se voit pas développer une fonctionnalité dans notre coin aujourd'hui. Il y a la responsabilité des gens de l'équipe produit. Quand je dis les gens, ce n'est pas forcément les product managers, c'est avec les designers, la data, la QA, tout le monde, en fait, aller participer à des rendez-vous commerciaux, comprendre comment ça fonctionne pour comprendre le métier. Et ensuite, il y a aussi la responsabilité des équipes commerciales de nous aider à construire le produit. On a un rôle qu'on appelle les KBS, les Key Business Stakeholders chez nous, où pour chaque fonctionnalité, on va aller piocher dans les équipes métiers différentes personnes. Donc, on va avoir des commerciaux, on va avoir des Customer Success, on va avoir, des personnes du marketing. Et en fait, on va les intégrer dans toute la réflexion produit que l'on va avoir pour obtenir des retours du terrain aussi et avoir le feedback pour pouvoir développer la meilleure fonctionnalité qui répond le mieux aux besoins de nos clients, quoi. Ouais. Et ça a l'air d'être vraiment central, là, ça devient un peu hybride, hein, donc il y a des PM beaucoup plus sensibles à la partie business et aussi le business qui co-construit avec vous le produit. Dans la pratique, comment ça se concrétise? Tu disais, tu vas aux démos, par exemple, avec les sales, Savinien? Ah ouais, carrément. Enfin, moi, je participe à. Enfin, là, aujourd'hui, c'est surtout sur la partie appel d'offres où on est sur des problématiques de plus en plus complexes avec des clients beaucoup plus gros. Donc, moi, je vais en fait sur ces meetings-là. Ensuite, des fois, j'envoie des personnes de mon équipe ou en tout cas en shadow de ce que je dis. Mais en fait, l'objectif, il n'est pas simplement d'aller présenter le produit. Il est aussi derrière d'écouter ce que vont dire les commerciaux pour leur faire des feedbacks et faire en sorte que eux, demain, puissent avoir vraiment des billes pour aller décrocher ces deals-là sans que je sois forcément là ou qu'une personne de mon équipe soit là. Et c'est un deuxième objectif aussi, c'est qu'en fait, moi, ça me permet aussi d'aller alimenter la base d'insight. Il y a des choses qui sont dites par des commerciaux ou par des clients, en fait, moi, qui me font tilt, en fait, où je me dis, mais ça, personne ne va jamais me le remonter. Du coup, moi, je vais le noter et ensuite, derrière, je l'utiliserai comme feedback pour pouvoir améliorer le produit. Et ça, c'est quelque chose que vous avez un peu structuré ou pas? Parce que
nous, on a des gens côté produit qui interviennent sur les calls des clients, mais c'est un peu au cas par cas, tu vois, quand il y a besoin, on nous ping, on dit ah ouais, là ça aiderait, etc. Et c'est vrai qu'on n'a pas encore systématisé un peu cette façon de faire et que je trouve effectivement très intéressante. Enfin, là, tu sais tous les avantages. C'est quelque chose que j'aimerais bien développer. Je ne sais pas si vous, c'est quelque chose que vous avez un peu cadré. Ouais, c'est un peu hybride. C'est-à-dire qu'il y a le cas par cas. De temps en temps, il y a un call qui tombe. Et là, en fait, que tu es un process ou pas, ça ne change rien. En fait, il faut juste avoir quelqu'un. Donc, on se débrouille et on envoie quelqu'un. Et sinon, en fait, le truc qu'on fait, c'est que on a, dans nos OKR, moi, ce que j'essaie de mettre, en tout cas dans l'équipe produit, c'est faire en sorte que tous les gens de l'équipe produit participent à un minimum de 5 calls commerciales par trimestre. Donc, en fait, ils obligent déjà à y arriver parce que derrière, ils sont incentivés pour pouvoir le faire. Et s'ils ne le font pas, en fait, ça a des répercussions sur eux. Donc, en fait, ils le font. Et du coup, il y a un deuxième objectif à ça, c'est que derrière, ils doivent faire un petit résumé sur notre Notion du call en expliquant en fait quels étaient les objectifs, qu'est-ce qu'ils ont répondu. Et s'ils le souhaitent, il y en a certains qui le font, pas tout le monde, mais on a un meeting d'équipe produit où ils font un Rex. Ils vont dire participer à ce call commercial, c'était vachement intéressant pour telle raison, voici ce qu'on en a tiré et quelles actions on va pouvoir mettre en place, soit pour améliorer des choses, soit pour prioriser des choses, soit pour aider une autre équipe à s'améliorer. Donc c'est plus ou moins cadré, quoi. Ça dépend. Ça dépend. Ok, non, ça me donne des idées. Et toi, de ton côté? Pardon? Toi, de ton côté, c'est pas du tout structuré? Non, enfin, c'est vraiment. Disons que je pense que ça pourrait plus l'être. Je pense aussi que si on structure ce genre de pratique, ça met plus de confiance entre les équipes, ce qui est toujours assez positif. Donc oui, en fait, vu qu'on est très SMBs, les gros clients, ce n'est pas non plus notre spécialité. Donc nous, on a un type de clients qu'on appelle indirects, qui sont en fait des clients qui vont revendre ensuite la solution à des petits clients, donc qui est notre cible première. Et en fait, ces clients-là, il y a vraiment quelque chose d'intéressant à construire dans l'approche en incluant beaucoup plus l'équipe produit qu'aujourd'hui. Et voilà, ça fait un peu partie de nos chantiers du moment que je trouve assez intéressant. Ouais, trop intéressant. Vous avez quand même un peu de recul là sur ça, en tout cas ce que tu viens de décrire, notamment Savinien. Comment c'est quoi les bénéfices immédiats? Comment ça a amélioré le cycle de vente finalement de travailler beaucoup plus main dans la main? Vas-y, Laure, si tu veux. Je pense à. En fait, si on ne fait pas ça, nous, côté produit, on arrive très en réactif après. Enfin, on a eu 1 ou 2 cas comme ça qui me donnent aussi envie d'intervenir plus en amont et plus main dans les mains avec les sales, en fait. Parce que dans des situations où il n'y a pas le produit qui intervient au bon moment, en fait, on a plein de surprises après coup. Parce qu'on dit, oui, en fait, ce sujet était super intéressant, important pour ce client, mais on ne l'a pas bien cadré. En fait, c'est énorme ou c'est très compliqué et on ne respecte pas les délais et le client, il n'est pas content parce que ce n'est pas ce qu'il imaginait. Enfin, bon, tout ce qu'on peut avoir en mauvaise surprise produit. Et donc, je pense que structurer un peu mieux ça et travailler plus ensemble entre produit et sales, ça aide beaucoup pour ce type de client, je pense. Pour la satisfaction, au final, en fait. C'est ça. La satisfaction, bien sûr. Nous, de notre côté, au tout début, on a eu vachement de mal à impliquer les commerciaux parce qu'on était vraiment sur il y a une équipe commerciale, il y a une équipe produit. Et en fait, l'objectif, c'était de faire un mix, de dire on est une équipe. Et en fait, on a le même objectif commun, c'est faire en sorte de vendre notre produit, qu'il soit utilisé. Et voilà. Donc ça, en fait, pour faire ça, il a fallu mettre en place des règles. Déjà, côté commercial, c'est de dire vous ne donnez pas de délai. Ça, c'est le premier truc. Donc, vachement dur à mettre en place. Il y a eu plein de gens qui ont continué d'en donner, où on les a laissés se débrouiller à la fin en disant maintenant que tu as donné des délais alors qu'on avait mis en place une règle où on ne les donnait pas, tu te débrouilles avec le prospect ou client parce qu'en fait, nous, on ne s'engagera jamais sur le fait de le réaliser ou pas. Donc, tu te débrouilles. Donc, il y en a qui se sont plantés, il y en a qui ont réussi. Bon, très bien. Mais en tout cas, avec le temps, ça s'est inscrit. Et d'ailleurs, c'est devenu un peu un running gag quand quelqu'un nous dit en fait, ça sort quand? On lui dit ça sort quand tu voudras, en fait, parce que nous, on est incapable de te dire quand ça sortira. Donc, tu décideras de la date de ton côté et tu te débrouilleras avec. Et ça revient plusieurs fois par semaine.
Le deuxième truc aussi, c'est qu'on est aussi beaucoup plus fort sur notre capacité à dire non. Alors non à des commerciaux qui remontent des choses, non, on ne le fera pas, mais aussi non à des clients ou des prospects qui disent on signera avec vous si on a telle fonctionnalité. La question qu'on se pose, c'est est-ce que on va développer cette fonctionnalité et elle va bénéficier à l'ensemble de nos clients. Dans ce cas-là, on va la considérer. Ça ne veut pas dire qu'on va la prioriser de suite, mais on va la considérer à un moment donné. En revanche, si c'est une fonctionnalité custom qui ne répond qu'à un seul client, on va directement dire en fait, non, on ne la développera pas. Si vous souhaitez la développer, vous pouvez utiliser notre API, le faire de votre côté, mais en fait, on ne va pas passer 6 mois à développer quelque chose uniquement pour vous, même si vous payez pour, parce qu'en fait, nous, on n'a aucun intérêt à le faire. Et donc ça, petit à petit, c'est rentré un peu dans la tête des gens, et d'ailleurs, c'est même plus un sujet en fait aujourd'hui à ce niveau-là. Ouais. Donc ça a beaucoup amélioré les relations avec les commerciaux. En fait, aujourd'hui, on a le même discours, on va dans la même direction. Eux, leur objectif, c'est vendre. Nous, leur objectif, c'est faire en sorte qu'ils puissent vendre. Et du coup, on est obligé de travailler main dans la main. Mais ils acceptent mieux on ne peut pas avoir tous les deals de toute façon, et effectivement, on ne va pas mettre l'effort juste pour un client. Ça, ils le comprennent bien. Maintenant, c'est pas vu que c'est leur prospect, ils veulent absolument insister pour faire passer quelque chose. Ouais, alors ils essaient quand même d'insister. À un moment, j'ai une petite anecdote là-dessus, c'est que on a un formulaire pour monter des insights, et ce qui se passe, c'est que lorsqu'ils ont vraiment envie de faire passer quelque chose, ils écrivent un insight, ils l'envoient à l'ensemble de leur équipe en disant remontez le même, qui remonte 40 fois, plus il y a de commerciaux, plus il y a d'insights, et du coup on se dit on sent la douille, quoi. Donc on les a un peu calmés là-dessus. On a changé d'ailleurs notre modèle pour pouvoir récolter, histoire de plus avoir ce biais-là. Mais non, il n'y a plus trop ça. Après, il y a un deuxième truc, c'est que la boîte a grossi. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile pour nous d'aller dire non, en fait, on s'en fiche, c'est pas grave si on n'a pas ce deal, on en aura un autre, et peut-être que ce potentiel client va partir chez un concurrent, mais peut-être que demain, il reviendra aussi quand notre solution, elle aura évolué, qu'on aura d'autres choses. Donc, on a cette capacité, cette chance de pouvoir dire non, chose qu'on n'avait pas forcément dans le passé, où c'était beaucoup plus compliqué, où on était limite à accepter des choses qu'on ne voulait vraiment pas faire pour avoir des deals, parce que la survie de la boîte était en jeu, quoi. Bien sûr. Et Laure, chez YouSign, comment vous vous assurez justement que là, tout ce que vous avez mis en place, ça reste aligné dans la durée entre les deux équipes? Qu'est-ce que si vous avez mis des rituels peut-être en place, des choses? Ouais, alors, c'est vraiment un travail permanent. Je prends pas du tout la situation pour acquise, et c'est toujours des sujets d'amélioration. C'est vrai que, moi, ça me parle beaucoup ce que dit Savinien sur on fait pas de custom. C'est quelque chose que je répète, je pense, toutes les semaines, que je vais continuer à répéter toutes les semaines parce que c'est important. Et donc voilà, quand on parle de ça, on parle beaucoup des feedbacks qui nous viennent des commerciaux en interne. Donc pareil, on a un channel Slack où toute la journée, on a des sales qui nous remontent des choses. Donc ça, faut les gérer, en fait, ces feedbacks. Donc ça fait partie des gros points de communication qu'on a entre les équipes, avec tous les problèmes qui sont liés. C'est-à-dire qu'on en a beaucoup. Parfois, on ne sait pas si on doit répondre ou pas. Parfois, il y a une réponse qui est attendue directement parce qu'il y a un client très pressé derrière. C'est parfois difficile parce que c'est un peu toujours les mêmes personnes qui répondent. Et parfois, au bout de la 10e fois, dire non, c'est pas prévu pour l'instant, etc. C'est un peu dur. Donc voilà, il y a un peu toutes ces problématiques. Et moi aussi, d'un point de vue vraiment produit et satisfaction utilisateur, je me dis, OK, ces feedbacks, ils sont intéressants, mais c'est que les feedbacks qui passent par les sales, sachant qu'aujourd'hui, on a une masse énorme d'utilisateurs self-serve, donc ils n'ont pas la possibilité d'envoyer ce type de feedback parce qu'ils ne passent pas par nos équipes. Voilà, donc il y a un peu une réflexion produit aussi à avoir sur la gestion de ces feedbacks qui est assez intéressante. Et donc, au-delà de ce channel, on répond un peu en continu. On en fait quelque chose de ces feedbacks. On a 2 semaines, 2 fois par an qui sont consacrées aux améliorations continues. Donc, on appelle ça les User Delight Days. Et en général, on va beaucoup piocher dans ces feedbacks en continu pour apporter des petites améliorations qu'on n'a pas forcément le temps de prendre à d'autres moments. On fait ça marche plutôt bien. Et après, on a certains rituels un peu ancrés avec ces équipes. Donc, au moins une fois par mois, on s'échange un petit peu les sujets les plus importants, les points sur les chiffres du mois, en termes de satisfaction, de churn, ce genre de choses.
Et tous les trimestres, on a l'exercice de préparation de roadmap qu'on fait ensemble. Donc, il y a des moments vraiment de travail où on se dit, bah, OK, est-ce que là, c'est logique de travailler sur ça ou ça? Donc, voilà, il y a ces moments qui sont un peu sacralisés et je ne doute pas qu'il y en aura d'autres à tester à l'avenir. Avec le recul que vous avez maintenant, là, est-ce qu'il y a une erreur que vous avez faite, enfin, un conseil peut-être de bon, bah, ça n'avait pas marché, ou un succès au contraire à partager avec ceux qui nous écoutent? Ouais, moi j'aurais bien aimé partager un enseignement qu'on s'est partagé il n'y a pas longtemps dans mon équipe. En fait, quand on a fait ce mouvement de passer notre app vraiment en 100% en self-serve, on s'est dit, bah, OK, concrètement, ça veut dire qu'il n'y a plus cette phase où on passe par l'équipe enablement qui va former des équipes sales. Voilà, on enlève cette partie. Mais en fait, ça, c'est un peu faux parce qu'il ne suffit pas de mettre une feature à disposition, changer 2-3 trucs pour que ce soit compris et adopté. Voilà. Et donc, on a pas mal négligé cette partie-là. Et en fait, dans un monde self-serve, bah, le PM avec le designer, avec le PMM, ont ce rôle d'enablement, mais ça se passe finalement dans le produit. Donc, il doit y avoir vraiment cette réflexion sur l'adoption. Il doit y avoir ce travail côté PMM de je formalise la value proposition, j'explique quels sont les arguments. Voilà, toute cette phase-là, elle est super importante, mais juste la destination, ce n'est pas les équipes sales, c'est vraiment les équipes produits qui deviennent elles-mêmes un peu voilà, les sales. Voilà. Et donc, dans cette phase-là, en fait, c'est super important de comprendre ce qui est dit côté sales pour aussi retranscrire un peu les arguments qui étaient utiles, qui étaient efficaces au téléphone et les retranscrire dans une interface produit, quoi. Voilà, donc ça crée aussi un peu plus d'empathie entre les équipes, cette phase-là. Je trouve assez intéressante. Ouais, super intéressant. Ouais, je suis pas mal aligné avec toi là-dessus aussi. Moi, d'expérience, en fait, bah, ça fait écho à ce que je disais juste avant. C'est qu'en fait, les sales, ils s'engageaient à donner des deadlines pour des prospects ou des clients. Oui. On les respectait jamais. Enfin, finalement, ça crée vachement d'insatisfaction, alors que notre objectif, c'était d'amener de la satisfaction. Et nous, on était fiers de sortir des fonctionnalités, de les présenter. Et on avait des clients, du coup, qui nous disaient, ouais, mais bon, c'était prévu il y a 3 mois. Donc, bon, pour eux, ça passait comme ça, quoi. Donc, nous, ça a engendré beaucoup de friction. On avait l'équipe commerciale qui pétait un plomb et nous, de notre côté, on était fiers d'avoir sorti ces fonctionnalités dans les temps. Donc, il y avait vraiment… Enfin, ça ne matchait pas, quoi. En fait, un jour, je me souviendrai toujours de ce moment-là, mais c'était avec notre directeur commercial. Je sais pas, on s'est croisés et on s'est dit, ouais, ce serait bien qu'on aille bouffer ensemble. Et là, bah, en fait, on a un peu déballé de notre sac, chacun de notre côté. Lui, il m'a dit, ouais, mais c'est trop chiant, vous filez jamais de deadline, on ne sait pas quoi dire, on n'a pas de personnalité, on n'a pas ci, on n'a pas ça. Enfin, la classique, quoi. Et moi, de mon côté, je me suis dit, ouais, mais vous filez des deadlines sans jamais nous consulter. Du coup, ça crée que de l'insatisfaction. Et en fait, derrière, on est juste vu comme une équipe en retard alors qu'on est en train de développer des trucs de ouf. Sympa ton déjeuner samedi. Ouais, c'est sympa. Ouais. Pour les gens autour, ça devait être sympa. Ouais, non, mais c'était dans une très bonne ambiance. En vrai, c'était un vrai bon déj. Et on s'est dit ça comme ça. Et ensuite, on s'est dit, bah, on va finir ce déj en essayant de prendre une action. Et l'action qu'on a prise, vraiment pas la meilleure, c'est de se dire, on va foutre l'équipe produit et les commerciaux dans la même pièce, comme ça, ils vont se parler. Sauf qu'une équipe produit, ça a besoin de se concentrer, et les commerciaux, ça a besoin d'appeler des clients. Et c'était vraiment une époque où il n'y avait pas de phone booth, il n'y avait rien du tout dans les bureaux. Donc, l'école, c'était sur une chaise. Donc, il y avait les commerciaux avec leurs écouteurs, l'équipe produit avec des casques pour pas les entendre. Et finalement, bah, ils se parlaient quand même pas trop. Ils se parlaient un peu plus, mais voilà. Mais bon, c'était un gros bordel, du mal à se concentrer, ça a quand même créé des liens, des affinités, il y en a qui sont devenus potes, et finalement, bah, c'était les balbutiements d'une bonne collaboration avec eux. Mais ensuite, surtout, ce qui a vraiment fonctionné, c'est qu'on a travaillé avec eux pour essayer d'avoir un formulaire de récolte d'insights, enfin un moyen de récolter des insights qui soit efficace, un moyen aussi de faire de la pédagogie, leur expliquer en fait comment nous on voyait le produit, comment on l'utilisait correctement, comment est-ce qu'aussi on pouvait trouver des workarounds pour répondre à des besoins clients sans rien développer.
Et ça, en fait, ça a vachement aidé parce qu'ensuite, derrière, avant d'aller s'engager sur quoi que ce soit, en fait, ils venaient nous voir en disant « Mais ça, est-ce qu'on a moyen de, je sais pas, de bricoler un truc, machin ?» Et donc, nous, ça nous faisait trop plaisir de les aider parce qu'on se disait « Là, boum, il y a des insights à récolter, on arrive à débloquer une solution. » Ils sont venus nous voir proactivement sans que ce soit à nous d'aller essayer de pêcher des trucs pas possible. Et donc, en fait, ça a vraiment aidé à avoir une collaboration qui soit vraiment agréable. Super. En 1 minute, si vous pouvez chacun me répondre sur, vous avez dit que c'est un travail un peu de tous les jours d'entretenir cette relation. C'est quoi vos next steps pour faire fructifier cette collaboration? Moi, j'ai parlé de la gestion des gros clients. Donc, il y a ça. Et il y a aussi globalement l'amélioration sur les feedbacks. Donc, liés aux gros clients, comment on gère des feedbacks qui viennent de gros clients, comment on priorise mieux les feedbacks qu'on reçoit, notamment par récurrence. C'est toujours un peu difficile de voir à quel point un problème est rencontré. Donc, comment mieux qualifier, comment collecter aussi auprès de plus d'utilisateurs et comment mieux répondre aussi. Voilà, ça, c'est un peu les... Enfin, j'ai un moment de travail avec mon équipe cet après-midi sur ce sujet pour vous dire à quel point c'est actuel. Voilà. Bon courage. Ouais, c'est intéressant. Et Savinien, toi, en 2 mots? Alors, je vais paraphraser du coup. Alors, moi, c'est continuer de monter sur des calls commerciaux et faire en sorte que mon équipe continue de le faire. En fait, c'est tellement utile et tellement important que, en fait, c'est un travail de tous les jours à continuer. L'autre truc, c'est, je disais tout à l'heure, on abandonne en fait pas mal d'insights avant même d'aller les creuser parce qu'on sait très bien que c'est pas aligné avec notre stratégie, notre vision et ce que l'on veut faire. Et en fait, ça arrive de temps en temps juste qu'on les abandonne, mais sans vraiment aller très en détail dans les raisons de pourquoi on les abandonne. On donne des détails, mais c'est pas assez profond. Et je pense que si moi on me donnait ces détails en tant que commercial, je pourrais pas en faire grand-chose. Donc je pense qu'il faudrait en fait qu'on ait un espèce de template qui détaille beaucoup plus les raisons de pourquoi on le fait pas. Peut-être le foutre dans Salesforce aussi, histoire que les commerciaux puissent voir ça assez régulièrement et se disent ok, donc j'ai une bille en plus là, ce truc on le fait pas, on le fera pas, et ça sert à rien que je m'entête à aller pousser des trucs là-dessus parce que c'est pas dans la strat. Oui. Ensuite, en fait, c'est faire beaucoup plus de feedback aux commerciaux. Un truc en fait qu'on fait pas assez, on le fait un peu, mais on le fait pas assez, c'est quand on participe aux calls commerciaux. De temps en temps, en fait, on se dit, on va faire un petit feedback au commercial derrière. Tiens, tu devrais présenter cette fonctionnalité de telle manière parce que c'est comme ça qu'on voit l'impact. Ça, en fait, on le dit, mais c'est très informel. Moi, j'aimerais bien en fait qu'on puisse le structurer et lui mettre carrément dans l'opportunité, dans les notes dans Salesforce, en disant, tiens, en fait, là-dessus, la prochaine fois, dans ton prochain rendez-vous avec ce prospect, en fait, appuie vraiment sur ces points-là parce que c'est là où la dernière fois, tu n'as pas assez appuyé et c'est peut-être un critère de décision. Et ensuite, l'autre chose, c'est, je pense qu'aujourd'hui, on parle trop de la solution que l'on a, mais qu'on ne parle pas assez de la vision que l'on porte. Et en fait, nous, on a des clients aujourd'hui, ils ont juste envie de rêver. Ils veulent en fait qu'on leur montre qu'on va dans telle direction, même si ça prend 5 ans, c'est pas grave. Ils ont juste besoin de se rassurer, se dire, ok, cette boîte, je suis aligné avec leur stratégie, avec la vision qu'ils ont. Et en fait, si je signe aujourd'hui, c'est pas pour 1 année et je churn l'année prochaine. C'est se dire, je signe avec eux pour 1 année et je signe avec eux pour les 5 prochaines années parce que ce qu'ils m'ont vendu, c'est ça. Et dans 5 ans, j'aurai ça. Et c'est là où je veux aller, quoi. Et je vais pouvoir participer à l'élaboration de tout ça. Voilà. On se tient au courant, ça vient de... Ouais, carrément. Merci à tous les deux. En tout cas, c'était trop intéressant. Et on s'arrête là parce qu'il y a des petites questions de l'audience auxquelles on pourra répondre. Mais Julie, je te laisse reprendre la main si tu veux. Alors, je vais te mettre des petites slides sur le ticket et je te laisse. Oui, parce que du coup, je travaille chez Lucas, mais effectivement, je fais partie de l'équipe du ticket. Le ticket, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un média product qui a été créé il y a 4 ans. Aujourd'hui, c'est une newsletter qui est envoyée tous les 15 jours. Il y a plus de 7300 abonnés de l'écosystème produit. Et on a une ligne éditoriale, on va dire, article pointu, pertinent, vrai angle journalistique, mais on n'est pas chiant. Enfin, on essaye. Pour l'instant, je trouve que c'est plutôt pas mal. D'ailleurs, en 2023 et 2024, on a été élu média préféré des équipes produits. Donc, c'est ça doit faire le job quand même. On est passé, si tu veux passer à la slide suivante, depuis septembre, on a une version premium
Donc la version premium, c'est quoi? C'est des articles encore plus fouillés, approfondis, avec des dossiers aussi, comme on a sorti là le guide roadmap, des interviews de leaders et des fiches de lecture. Vous avez aussi un accès exclusif à un canal WhatsApp avec une veille qui est triée sur le volet, donc des podcasts, des articles, on vous mâche le travail, et des templates utilisés par les meilleures équipes produits en France, dont font partie aussi Laure et Savinien. Aujourd'hui, si vous voulez prendre l'offre premium, vous avez un code Join Ticket et il y a 20 € offerts sur l'abonnement. On propose aussi des offres pour les entreprises et des tarifs réduits pour les étudiants et demandeurs d'emploi. Voilà. Et c'est à moi. Donc moi, je travaille chez Maestro et Maestro, c'est l'école du produit et du no-code. Donc on forme des personnes qui veulent se reconvertir au product management en 7 semaines dans un format bootcamp ou alors sur 14 semaines uniquement distanciel. On fait appel à des intervenants qui sont des experts du produit, qui travaillent dans le produit depuis plusieurs années. Et quand vous venez en formation, vous rencontrez environ 25 personnes qui travaillent dans le produit. On met à jour ces formations tout le temps selon les évolutions du métier. Et pour ça, on a souvent besoin d'échanger avec des PM pour savoir quelle est la réalité de leur métier et comment ça évolue. Donc pour ça, si vous êtes intéressé pour échanger avec moi autour d'un café ou par Meet, pour me parler un peu de votre métier, de comment vous le voyez évoluer, vous pouvez rejoindre dans notre pool d'experts qui est ici. Je vais vous mettre aussi le lien dans le chat. Et on va passer aux questions. J'arrête la présentation. Alors, pour les questions, on a Alban qui demande comment et quand on décide qu'une offre doit être self-served versus encore vendue par des commerciaux. Ouais, alors, c'est un peu drôle pour moi parce que notre CEO s'appelle Alban, donc j'espère que c'est pas lui. Et tu comprends ce que tu racontes. Testez là. Alors, Alban, qui que tu sois, je vais te répondre. Non, mais c'est une très très bonne question et on se pose beaucoup cette question à chaque fois qu'on fait quelque chose. Globalement, aujourd'hui, c'est plutôt simple parce qu'à date, toute notre app est en self-serve et notre API est en self-assisted et donc ça facilite un petit peu la réflexion, mais pendant assez longtemps, on s'est quand même interrogé là-dessus sur est-ce que c'est notre vision peut-être aussi que cette fonctionnalité soit accessible en self-serve à un moment donné ou pas. Là, on se pose aussi les questions sur est-ce que côté API, il y a aussi des choses qui pourraient être plus accessibles en self-serve. Donc, c'est un peu une réflexion continue. Globalement, ce qui doit sous-tendre cette réflexion, c'est la valeur qui est apportée par un échange commercial. Voilà, tout simplement. En fait, quand on a commencé ce changement stratégique, on avait des commerciaux qui vendaient des abonnements à 9 € par mois à des gens qui étaient déjà convaincus et qui disaient juste « Oh, votre produit, il est super, moi j'adore YouSign, voilà, puis-je payer ?» Donc, voilà, donc là, c'est assez évident que ça doit passer en self-serve. Pour des négociations sur des gros volumes, par exemple, ou des produits qui sont un peu complexes. Nous, on a beaucoup de choses qui dépendent, qui ont beaucoup d'aspects légaux. Voilà. Donc, tout ça, c'est quand même intéressant d'avoir le discours commercial et ce n'est pas quelque chose qu'on veut retirer de la dynamique de vente, quoi. Voilà. Donc, on se pose un peu ces questions. Donc, quelle valeur apporte un discours commercial ou une négociation pour trancher sur est-ce qu'on reste en self-assisted, en self-serve? Est-ce que ça doit évoluer à un moment donné ou pas? Ouais, nous, de notre côté, il y a un peu des deux. En fait, notre objectif, c'est quand même d'avoir une application mobile qui soit en self-service dans le futur. La problématique qu'on a quand même de notre côté, c'est qu'il y a il y a du paramétrage qui est un peu complexe pour les utilisateurs et qu'on ne peut pas bypasser ou automatiser. Et en fait, je pense qu'on arrivera à faire du self-service avec un certain nombre d'utilisateurs qui sont vachement technophiles. En revanche, on n'arrivera pas à le faire avec les autres. Et donc là, on aura toujours besoin d'avoir une équipe commerciale à côté
là pour les petits établissements, enfin les SMBs. En revanche, pour les grosses enseignes que l'on attaque, là on est obligé d'avoir du coup une équipe commerciale parce que on va pas aller faire l'onboarding, je sais pas, dans Leroy Merlin en self-service, c'est impossible. On va leur faciliter la vie lors de l'onboarding, mais on va toujours avoir besoin d'avoir des commerciaux pour pouvoir les démarcher. Voilà. Okay. Et Laure, je confirme, c'est pas ton CEO qui est un sous-marin. C'était pas lui. C'est ce qu'il dit. On a Philippe qui demande, est-ce que vous avez des PMM, donc PMM c'est Product Marketing Manager, dans vos orgas pour jouer ce rôle, ou est-ce que vous considérez que c'est le rôle de tous les PM d'avoir un point de vue business? Alors du coup, je ne sais pas ce que désigne ce rôle. Je pense que c'était un moment précis de la conversation, mais nous, de notre côté, oui, on a des PMM et PM et PMM travaillent ensemble sur toutes les problématiques de proposition de valeur, de comment on distribue la feature, comment on la price. Le pricing est une responsabilité PMM. Hein. Moi, ce que j'attends des PM, c'est qu'il y ait une sensibilité business. Ça ne veut pas dire que c'est eux qui sont lead sur tout ce qui touche à la commercialisation de la feature. Mais oui, le rôle des PMM est vraiment essentiel dans ce qu'on fait, et je dirais presque encore plus quand on passe aussi en self-serve, quoi. Enfin, c'est encore d'autres compétences, et c'est très, très impactant chez nous, en tout cas. Ouais, nous, c'est beaucoup plus complexe. Pour le coup, on a les PM d'un côté, donc, qui doivent avoir une connaissance commerciale et qui peuvent être challengés là-dessus et qui peuvent challenger aussi. Ensuite, on a des PMM qui, eux, du coup, sont plus sur la partie launch, release des fonctionnalités, targeting des bons utilisateurs. Parce qu'aujourd'hui, on a vraiment des personas qui sont très, très différents. Donc, il faut vraiment avoir un bon targeting pour les communications. Ensuite, on a des solution consultants. Donc, ça, c'est des personnes qui font le lien entre l'équipe produit, quand je dis produit, c'est PM, PMM, et les commerciaux. En fait, nous, on va former des solution consultants qui, eux, vont aller former des équipes complètes. Nous, ça nous prendrait trop de temps d'aller former des équipes. Du coup, en fait, on les forme eux, et donc ils vont majoritairement aller accompagner les commerciaux sur les rendez-vous pour éviter en fait de déranger trop de monde à côté. Et ensuite, derrière, si une petite information, c'est que on avait créé l'équipe PMM au sein de l'équipe produit. Il y a 2 ans, on a décidé de les sortir de l'équipe produit juste pour les mettre avec les solution consultants à côté, histoire de créer un pôle qui soit un peu mi-produit, mi-marketing, mi-commercial. Là, depuis pas longtemps, qui a très bien fonctionné d'ailleurs, et du coup, depuis pas longtemps, on a intégré ces 2 équipes dans le pôle marketing complet de la boîte. Mais en fait, on travaille avec eux. Enfin, d'ailleurs, on est assis à côté et on travaille avec eux toute la journée. Donc, ça change absolument rien, mais c'est beaucoup plus simple à comprendre dans notre organisation complète pour les gens qui arrivent. Voilà. Intéressant. Et tout ça a évolué aussi avec le fait que au début, on était 50, puis 100, puis 200 et 400 aujourd'hui. On a dû faire évoluer l'organisation vers ça. Ouais, mais je pense que toutes les fonctions de marketing sont très impactées par ces dynamiques d'entreprise sur la commercialisation. Ouais, puis en fait, même dans la tête des gens, c'était trop bizarre de dire on a une équipe marketing, mais on a aussi une équipe product marketing. Et les gens ne savent pas du tout la distinction entre les deux. Alors qu'aujourd'hui, on dit on a une équipe marketing, une équipe qui va s'occuper du coup du marketing général de la boîte, et on a une équipe marketing produit qui va s'occuper du marketing uniquement produit dans la boîte. Et donc là, ils font la distinction, ils se disent, enfin, ils se posent même pas la question de savoir pourquoi c'est là ou pas, c'est dans une seule équipe. Ok, merci. Charlotte qui demande comment se fait la priorisation des insights commerciaux. Comment ça se fait? Nous, tous les trimestres, en fait, on fait une revue de backlog d'insights que l'on a. Donc, on a développé en fait notre propre outil de gestion des insights. Donc, on a un formulaire. Derrière, ça atterrit dans Notion. Notion, on a un tas d'automatisation qui nous sortent des dashboards en live pour savoir en fait quels sont les insights qui remontent le plus, les thématiques qui remontent le plus, pour quelles équipes il faudrait les attitrer chez nous dans notre système de tribu et d'impact team. Et donc ensuite derrière, il y a des personnes, les PM, les lead PM, qui sont là pour décider de la priorisation et des explorations qui vont être faites d'un trimestre à un autre. Et donc c'est une priorisation par trimestre. On regarde 100% des insights et on répond à 100% des insights pour dire est-ce qu'on va les regarder, les considérer ou pas en fonction de la stratégie de la boîte. Ouais.
Ouais, c'est un bon point parce que nous, on a la partie aussi, le lien entre les formulaires qui remontent sur Slack et la grande database dans Notion. On n'a pas encore exploité la partie dashboard de Notion qui est assez nouvelle, mais tu as Alors, raison. nous, c'est pas dans Notion les dashboards. Hein. Ok. On a un Looker Studio qui est branché. Ah oui, donc c'est beaucoup plus avancé. Bon, Ouais. je vais essayer de faire un truc similaire dans Notion. Nous, la façon dont ça se passe, c'est que donc, on voit passer tous les feedbacks et en général, ça vient soit enrichir des backlogs existants dans des squads. Et donc là, soit c'est des améliorations qu'on prend un peu en continu pendant le quarter, soit on profite justement des moments là, de User Delayed Days dont je parlais tout à l'heure, c'est 2 fois 2 semaines dans l'année, où on va regarder un peu ce qui se passe dans notre database de feedback. Et en général, on fait une petite vérification quand même en personne, quoi, avec les équipes pour vérifier qu'on prend les bons sujets. Mais voilà, c'est comme ça qu'on priorise les améliorations en continu. Trop bien. Camille qui demande comment impliquez-vous le business dans la roadmap et comment le communiquez-vous, sachant que la roadmap, ça bouge. Non. Non, ça bouge pas trop. Déjà, nous, ils sont impliqués dans la roadmap via le fait qu'ils laissent des insights. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a aussi ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on vient prendre des commerciaux et des personnes de toutes les équipes pour les intégrer dans les réflexions produits et dans les priorisations chez nous. Et voilà. Et ensuite, comment on communique la roadmap? Moi, je fais une espèce de messe produit tous les trimestres où on explique toutes les KPI, tout ce qui est sorti le trimestre précédent et l'impact que ça a eu. J'en profite du coup pour parler de la roadmap des différents sujets. Ensuite, je fais une présentation aussi en avance de tout ça au COMEX en expliquant voilà tous les sujets que l'on va adresser dans les prochains mois. Pareil, sans donner de date. Et du coup, c'est leur responsabilité de chacun des membres du COMEX d'aller redescendre ça dans leurs équipes, notamment l'équipe commerciale. Et enfin, la dernière chose, c'est que notre roadmap, elle est disponible sur un lien dans la boîte. Et en fait, n'importe qui peut aller la regarder à n'importe quel moment. Et il y a les priorisations qui changent. On peut les voir si on se connecte dessus. Voilà. Ouais. C'est pas très éloigné. Sur la construction de la roadmap, nous déjà, on est drivé par les OKR. Donc les sujets, ils sortent pas de nulle part, quoi. Quand on réfléchit aux OKR, en fait, c'est une réflexion très cross-équipe qu'on a. Donc, il y a des recommandations qui sont faites un peu par les squads, mais en général, dans ces recommandations, ils sont allés parler à des gens en interne. Enfin, il y a déjà un peu ce travail collectif. Et donc, une fois que c'est un peu consolidé, moi, je vais directement parler avec des gens côté sales et côté care et je leur présente un peu la recommandation. Je prends des feedbacks. En général, ils ne sont pas surpris parce qu'ils ont déjà vu des choses. Et donc, c'est comme ça qu'on fait dans la préparation, en plus des feedbacks un peu en continu. Et une fois qu'on a validé ça, sur la partie vraiment communication de la roadmap, il y a des moments où moi, je prends 1 heure avec les équipes et je leur détaille un peu tout pour qu'ils aient bien les sujets en tête, qu'ils posent des questions si besoin, qu'ils s'approprient vraiment le pourquoi aussi on fait ça. Et qu'ils puissent le restituer facilement quand ils parlent à des clients. Donc, il y a ça. En termes de communication de roadmap, on a une roadmap Notion à jour, qu'on met à jour toutes les semaines, qui est à disposition. Et en plus de ça, on a un channel où product update, de façon assez simple, où dès qu'on a une release, on communique. Dès qu'on a un changement de priorité, parce que parfois on dépriorise des choses, etc., on le communique aussi ici. Voilà, donc ça fonctionne assez bien. Ça permet de communiquer le bon niveau d'info normalement. Ok. Et juste dernière question, combien de commerciaux vous avez dans vos boîtes respectives? Nous, une petite 50aine. Assez petit. Nous, je crois qu'ils sont, si je dis pas de bêtises, 120 ou un peu plus, même 125. Mais bon, c'est réparti entre 2 équipes, la partie petit compte et grand compte. Ça inclut les BDR et tout le monde chez nous. Super, et on va en rester là. Merci beaucoup Laure, merci Savina. C'était hyper intéressant d'avoir vos retours d'expérience. Merci Madeleine d'avoir animé et pour tes questions. C'est le dernier jour du coup de cette semaine dédiée au futur du product management avec le ticket. Vous pourrez retrouver tous les épisodes, j'allais dire non, tous les webinaires, vous pourrez les retrouver en replay, mais aussi on va les poster sur notre chaîne YouTube, donc vous pourrez les retrouver sur YouTube pour
pouvoir les partager autour de vous si ça intéresse vos équipes, par exemple. Merci à tous d'avoir assisté à ces webinaires, ou à celui-là si c'était le seul. On était très nombreux sur cette semaine. Donc c'est cool, c'est des sujets qui vous intéressent, c'est génial. Chez Maestro, on organise très souvent des webinaires qu'on appelle les Maestrix. Donc vous pouvez nous rejoindre sur Meetup pour être informé des prochains webinaires qu'on organise. Je pense notamment le 18 octobre, on organise un webinaire avec Hugues de Mexrac qui est CPO chez Théodo et qui va nous parler des biais cognitifs et de comment est-ce que certains biais ont fait échouer certains de ces produits. Voilà, donc vous pouvez vous inscrire, vous êtes les bienvenus. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée. Et puis à bientôt, j'espère. Ouais, merci tout le monde. Merci. À plus. Bonne journée. Salut.